Bonjour, bienvenue sur ce point bourse du 13 mai 2025. Alors aujourd'hui, on parlera des quelques chiffres qui sont tombés, notamment sur l'inflation américaine. On regardera les actions qui vous intéressent, quelques valeurs également que je suis. On fera un petit point rapide sur les matières premières. Et puis on parlera aussi des taxes, notamment des taxes douanières toujours, et puis qui sont une raison pour principale pour le retournement du marché qu'on a actuellement. Et des petites précisions. Voilà, avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors avant de commencer, on va juste faire un petit rappel sur les taxes parce que oui, le marché revient bien dernièrement. On a un retour positif après le Liberation Day où Donald Trump avait annoncé des taxes complètement délirantes qui étaient finalement pas tenables. C'est pas forcément toujours bien compris les taxes, c'est pour ça que je voulais revenir dessus parce que finalement c'est plutôt un impôt qu'autre chose. Quand on a dans l'imaginaire des taxes, notamment pour les autres pays, on a l'impression que c'est les autres pays qui vont les payer. Par exemple, quand on dit que les États-Unis taxent les pays en provenance de Chine à 100%, etc., c'est pas les Chinois qui vont payer 100%, évidemment. Alors, sur des chiffres comme ça, quand on double le prix, évidemment, ça revient à un embargo. Donc, c'est fait uniquement pour que les produits chinois, en l'occurrence, ne soient pas achetés par les Américains, que les Américains préfèrent les produits nationaux, donc les produits américains, et qu'ils achètent d'acheter chinois, donc plus américains. C'est pas toujours possible. Ça, c'est une première chose. Donc, c'est un effet surtout protectionniste. Mais quand on a des taxes un peu plus basses, comme c'était le cas déjà avant, et comme ça va l'être, probablement parce qu'on a des accords, de l'ordre de 10, 20, 30 ou même moins 10, parce que 30 c'est quand même beaucoup, 30% de taxes. Finalement, c'est tout le contraire de ce qu'il a dit Trump, parce que Trump il s'est fait élire avec notamment comme proposition dans son programme une baisse des impôts. Sauf que quand vous mettez des taxes sur les importations étrangères, qui est-ce qui paye les taxes? C'est l'acheteur. Autrement dit, vous avez une entreprise, l'entreprise Johnson aux États-Unis qui fait venir du textile ou autre de Chine. Si avant elle le payait son carton l'équivalent de 100 $ et qu'on a des taxes à 30%, elle va devoir le payer 130 $. Sauf que les taxes supplémentaires, elles vont aller où? Ils vont les payer à l'État ou alors à l'État national ou fédéral aux États-Unis. Je sais pas qui est-ce qui récupère les taxes exactement, si c'est géré au niveau national ou par les États eux-mêmes, mais c'est comme ça. Donc finalement, ça revient à faire payer les entrepreneurs américains à mettre un impôt supplémentaire sur les entreprises américaines par rapport aux autres. Donc c'est pas du tout les exportateurs qui payent les taxes, évidemment, c'est les entreprises qui achètent et qui font venir des produits de l'étranger. Donc ça revient à mettre un impôt sur sa propre population, ce que fait les États-Unis et ce que font aussi en rétorsion les autres pays, ce qui est un peu stupide aussi. Alors c'est un peu une mesure de rétorsion pour également contrecarrer les produits américains, mais au final, ça revient uniquement à mettre un impôt supplémentaire sur son pays, sur sa population, et généralement on fait ça pas forcément pour du protectionnisme, pour privilégier les produits nationaux, c'est surtout parce qu'on a des problèmes à la fois de balance commerciale, mais surtout qu'on n'a pas assez de recettes, donc on met des impôts et des impôts déguisés avec des taxes. C'est ce que fait Trump actuellement. Alors il a annoncé des choses délirantes et puis après il revient un peu en héros en disant vous voyez j'ai eu des accords et tout, mais ce qu'il est en train de faire et ce qu'on espère c'est qu'on n'ait pas trop de taxes réciproques pour chez nous, pour l'Europe, parce que finalement les taxes c'est quoi? C'est des impôts déguisés. Voilà, donc un petit point sur les matières premières avec le cacao, on en parlait, un cacao qui est en train de démarrer aujourd'hui avec une belle réaction. On l'a pas vu aussi haut depuis le mois de février. On casse également l'oblique baissière. On a eu cette belle réaction d'accumulation sur moyenne à 200, donc confirmation probablement de la tendance haussière qui va continuer sur le cacao. Également l'uranium, le reste c'est pas vraiment marquant aujourd'hui. L'uranium qui confirme, notamment on l'avait dit ici depuis le gap du 22 avril, on retrouve les plus hauts du mois de mars et la tendance
même si elle est toujours négative, on pense qu'elle est quand même finie, cette tendance baissière, donc on va peut-être construire. Et on reparlera notamment de quelques valeurs uranium qui vous intéressent. On a pas mal de valeurs, je crois que c'est surtout américaines, qui sont dans l'uranium, qui sont dans des producteurs des petites centrales nucléaires et autres. Et c'est toujours pour moi un secteur sur le long terme d'avenir qui va se développer, qui devrait progresser. Alors comme d'habitude, toutes les valeurs, toutes les actions sont pas égales. Il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres. Aujourd'hui, le Dow, alors légèrement moyen, le Dow, on est à moins 0,3. Par contre, c'est le Nasdaq qui continue sa belle progression sur le Dow Jones. On a fait un beau rebond là hier, et là, on est en train de jouer la moyenne à 200. Alors, passera pas, on verra. Pour l'instant, on espère que ça passe. Là, on est juste en dessous de la moyenne à 200 sur le Dow Jones. Mais qu'est-ce qu'on voit depuis le Liberation Day, le rebond du 7 avril, on est revenu sur des niveaux d'avant finalement. Hop. Et surtout au-delà des 41 376, on est par là sur les 42 000 environ. Donc là aussi, on voit que les marchés ont effacé un peu la panique, un petit point sur le Nasdaq, plus 1,6. Et là aussi, on le voit, un retour sur moyenne à 200. Et lui, il a explosé avec notamment les grosses valeurs. On va en reparler de quelques grosses valeurs qui performent et qui sont à l'achat depuis quelques jours, notamment depuis les résultats. On a Meta, on a Nvidia. Alors les résultats d'Nvidia, c'est dans quelques jours, à la fin du mois de mai. Mais sur beaucoup de ces valeurs-là, il y a un beau retournement qui est en train de se faire. Et donc là aussi, qu'est-ce qu'on voit sur le Nasdaq, la réaction et puis probablement la tendance haussière. Alors à voir si on va être capable de continuer, parce que qui dit taxe et qui dit impôt supplémentaire dit baisse des dépenses. Forcément, si vous achetez si vous achetez plus cher les produits, vous allez en acheter moins. Donc forcément, ça va peser aussi sur les ménages, ça va peser sur les entreprises. Donc attention également à ça. Si on n'a pas des accords encore plus bas sur des taxes, ça pourrait quand même handicaper certaines valeurs. Encore que, comme d'habitude, la pondération sur les indices, c'est quoi? C'est les quelques gros finalement qui font toute la pondération, et comme d'habitude, les quelques gros, c'est ceux qui s'en sortent le mieux. Donc c'est pas forcément une image de l'économie, de la société, ce qu'on a sur les indices, avec des pondérations complètement délirantes. C'est finalement, vous avez 7-8 valeurs qui font 80 ou 50% de la pondération de l'indice. Donc finalement, vous regardez que les très gros, quand vous avez d'autres valeurs, que ce soit les mid-cap ou les petites capitalisations, qui elles ont beaucoup plus de mal. Un petit point sur le CAC 40 qui continue d'aller bien et qui continue de se mettre en embuscade ici pour continuer casser ici les 7009 et puis aller peut-être vers ses plus hauts. On a déjà fait plusieurs échecs ici. C'est vraiment la grosse résistance du CAC 40 à 8250, le plus haut du mois de mars 2024, l'échec du mois de mai 2024 et le retour ici, mois de février-mars 2025. On pourrait y revenir avec cette dynamique sur les accords peut-être, qui semble être en train de faire. En tout cas, c'est ce que le marché achète dernièrement depuis quelques jours, depuis une semaine. On rachète le fait que les taxes vont être plus faibles. Et oui, je voulais voir aussi, j'ai oublié, l'IPC, donc l'indice des prix à la consommation, ça mesure notamment l'inflation partout, mais là on l'a aux États-Unis, et plutôt alors pas énorme, mais une petite bonne nouvelle, parce que on attendait plus 0,3 en mensuel, on fait plus 0,2, donc une inflation un peu moins importante que prévu, et là on l'a en annuel. On était à 2,4 en annuel et on passe à 2,3, donc on est un tout petit peu en dessous. Alors on n'est toujours pas au 2, mais qu'est-ce qu'on voit finalement, c'est que la baisse et les petits rebonds de l'inflation sont de toujours les rebonds de moins en moins haut, et on continue d'aller probablement de plus en plus bas vers l'objectif des 2%, donc plutôt une bonne chose également pour que la Fed enfin baisse ses taux. Alors probablement pas en juin, peut-être en juillet. Je crois que la prochaine après juin, ça doit être juillet ou septembre, ça doit être le Jackson Hole. Mais ouais, là la prochaine, il y aura probablement pas de baisse, mais on se dirige quand même vers des bons chiffres, parce que l'inflation, on commence à la voir bien baisser aux États-Unis. On regarde le CAC 40 avec juste... alors, on va passer rapidement, on l'a dit, avec ces accords notamment qui sont en train d'être passés, c'est le secteur auto qui va mieux. Donc, Stellantis, les semi-conducteurs également, et puis le luxe qui performe. Donc, toutes ces valeurs-là au CAC 40 fonctionnent bien.
J'ai pas noté de choses extrêmement marquantes sur le CAC 40. On va pas en parler plus que ça. On va voir quelques valeurs sur le portefeuille à suivre, notamment de CRSI sur les serveurs, hein, justement. Tout ce qui est technologique qui revient bien. De CRSI, c'est en France, en Europe. Je crois que c'est... Oui, elle est à Paris de toute façon. Je sais pas si elle est française ou pas, mais il me semble. Et donc, retour depuis quelques jours ici, au-delà de la médiane, au-delà de la moyenne à 200 sur les 4 points. Et là, aujourd'hui, on fait une belle journée à plus 4. On casse l'oblique de résistance et on se relance peut-être pour une nouvelle percée. On le voit que ça revient bien hein, sur beaucoup de technologies. On a parlé des semi-conducteurs, on a parlé des producteurs de semis, on va voir quelques valeurs. Les technos vont bien, donc tout ce secteur-là est en train de rebondir et de performer. Alors voir jusqu'où, parce qu'on a quand même pas mal perdu, mais pour l'instant, et à court terme, on est quand même très bien orienté. On peut parler d'Alphabet notamment, qui avait beaucoup perdu, un peu trop, hein, on l'a dit le 7 mai, là, ils avaient pris moins 7,5, et ben, ils ont déjà quasiment repris les 3 quarts. Hein. Alors toujours en phase de construction parce que on a dégradé la tendance, mais le point bas hein, du 7 avril nous met une construction ici et puis probablement après des plus hauts. Donc on voit qu'Alphabet a un peu plus de mal que d'autres. On a des valeurs US technologiques qui vont mieux, mais on est plutôt bien sur Alphabet. ARM, c'est une valeur que j'aime beaucoup. On le voit aussi, hein, consolidation, dégradation, rebond autour du 7 avril. On a frôlé la zone de gap là, un peu sous les 78. Mais surtout, on casse l'oblique de résistance là aussi, et c'est un signal très positif. Donc c'est ce qu'on avait anticipé ici, avec la cassure effective, et donc on va faire le retest en moyenne à 200 pour aller se retourner. Donc là on voit aussi ARM plutôt bien orienté. Je voulais voir aussi Essilor, évidemment. Pas loin de casser Essilor, on a cassé l'oblique de résistance sur Essilor, on est en train de retester et on le voit, les 254, la zone de gap, échec quelques jours après, échec une semaine après, échec une semaine après, et là on y revient, et on finit au-dessus en clôture, mais surtout ce qui marque c'est les tentatives de cassure de résistance qui sont de plus en plus fréquentes, et entre-temps on rend quasiment rien, donc on tente, et puis finalement, hein, plus on tente, plus on a de chances de casser, et là on casse aussi l'oblique de résistance baissière. Sur Essilor ça va bien, on a pas mal de signaux positifs, après la console, rebond sur moyenne à 200, donc on n'a plus qu'à valider hein, la zone de gap ici sur les 260, très favorable sur Essilor évidemment. Fortinet aussi, hein, cybersécurité aux États-Unis qui avait fait un gap un peu gros hein, il y a quelques jours, qui est déjà en train de revenir, il est pas loin de les combler. Donc là aussi sur les valeurs cybersécurité, moi c'est ma valeur favorite. On a Walix aussi qui était pas mal, hein, mais qui a déjà bien progressé, notamment en Europe, mais aux États-Unis, hein, c'est une valeur que j'aime bien et qui me semble intéressante à suivre. Je suis déjà dessus notamment. Hermès, on en avait parlé, confirmation, hein, signal d'achat sur Hermès, on revient sur les 2550, on les casse. La Chine qui va plutôt bien, les États-Unis aussi, les accords commerciaux arrivent, donc, et puis Hermès, ça n'a rien à voir avec les autres valeurs du luxe. Hein. Les chiffres sont bien meilleurs, tous les analyses sont plutôt favorables, et puis techniquement, presque parfait, hein, parce qu'on a le retour ici avec la période un peu de panique. Et finalement, c'est quoi? C'est retour sur moyenne à 200 et on va au-dessus. Donc on a à peine dégradé hein, sur les jours de panique. Donc largement haussier, toujours aussi sur Hermès. Micron Technologie, là aussi, belle journée. Notamment hier, où on a fait plus combien hier? Je vois pas. Ah si, c'est là. Plus 7. Plus 7,5. Aujourd'hui, on fait quasiment plus 5 là, à la mi-séance. Mais surtout, qu'est-ce qu'on voit? C'est la moyenne à 200 ici, sur laquelle on avait fait échec, 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 échec. Et là, alors, la séance n'est pas finie. On va peut-être faire un échec et faire une mèche haute. Mais pour l'instant, on est en train de la passer. Donc, c'est une valeur auquel je crois beaucoup aussi. J'avais fait une vidéo spéciale hein, sur Micron, notamment sur les mémoires, et donc, alors oui, des belles zones d'achat ici, assez incroyables, hein, sous les 80, c'était les soldes
toujours favorable hein, sur micro, on devrait avoir le retournement porté par les technologiques et surtout hein, c'est ce phénomène en fin de baisse, donc une belle valeur également à avoir. Ribert, c'est pareil, semi-conducteur, valeur française. Alors on gagne que 2,3, on est un chandelier rouge, mais qu'est-ce qu'on voit? Enfin, qu'est-ce que moi je vois? Bah, c'est des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. Il y a tout de plus en plus haut pour finalement hein, être en train de former un canal haussier sur Ribert. Là aussi, le travail de la moyenne à 200, la cassure d'oblique. Techniquement, c'est parfait. Il faut rentrer, il faut rester, il faut jouer la dynamique favorable sur tout le secteur et sur Ribert en particulier. Et forcément, qui dit semi-conducteur dit Taïwan semi-conducteur. La cassure des 180, c'était la vraie zone de résistance. On l'a eu hier notamment, avec ses nombreuses tentatives, et ça a cassé hier. Et donc, confirmation aujourd'hui. Si vous n'êtes pas dessus, si vous cherchez des belles valeurs comme ça, semi-conducteurs, Taïwan, c'est une des meilleures. Alors, il y a toujours le risque géopolitique, hein, j'avais fait une petite vidéo dessus, mais quand est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça va arriver la semaine prochaine, l'année prochaine, dans 3 ans, ou est-ce que ça va pas arriver? Est-ce que la Chine va s'en servir comme un peu de moyen de pression, notamment face aux États-Unis? C'est toujours un risque, mais c'est un risque qui existe depuis des années. En tout cas, Taïwan à court terme, ils ont validé ici une entrée court terme et un signal d'achat intéressant, donc là aussi, plutôt acheteur sur cette valeur. Et on va faire les valeurs abonnées avec Amoeba. Alors, on l'avait déjà fait il n'y a pas longtemps, mais toujours pareil hein, sur Amoeba. Alors, pas très pertinent, il est un peu oblique quand même cette oblique justement. Un peu pentu. On est déjà en train de retester hein, les 1.15. Donc oui, on avait fait le petit dessin, revenir sur les 1.15, attendre un peu la perte de volatilité, parce que là on voit des très gros chandeliers, et puis certainement le rebond et la réaction, mais on est plutôt haussier. Pas trop anticipé, parce que éventuellement hein, ça peut continuer de dégrader, c'est pour ça qu'on attend un peu le début de rebond, mais on voit beaucoup de volume, ça c'est intéressant, des volumes continus encore très forts aujourd'hui, même si c'est rouge. Et puis on se maintient au-dessus des 1,15, donc plutôt favorable. BWX, donc c'est ça qui est sur le nucléaire, notamment aux États-Unis. C'est pas mal, mais on voit quand même la phase de conso ici hein, depuis le mois de novembre 2024. Donc, à court terme, non. On a ces deux zones hein, sur les 86 et les 105. Qui ont été rachetés. Là, on revient au-dessus des 105, donc pour une période à court terme plutôt intéressante, notamment pour faire ce travail-là autour de la moyenne à 200, autour de notre oblique court terme, et puis si possible, casser. Et si on casse par là, bah, ce sera acheté. Cypher Mining. Là aussi, il faut attendre un petit peu. On a le rebond intéressant sur les 2,15. On a l'oblique de correction qui mérite encore quelques jours hein, avant d'être cassé. Donc là aussi, il faut être plutôt patient et puis voir ce qui va se passer ici. Si on casse, effectivement, ce sera intéressant. Emeis, toujours plutôt favorable. On a les résultats, je crois, qui étaient tombés hier. Et donc, on est en train d'accumuler là, toujours favorable pour un retournement long terme. Lightbridge, là aussi, c'est sur le nucléaire. On voit que ça marche quand même plutôt bien et presque mieux que certaines autres. Donc plutôt ces valeurs-là peut-être qui ont des graphiques intéressants à privilégier. On a eu des belles poussées, après des consos, des belles poussées, des consos. Et ce qui est intéressant, c'est notamment de faire à la fois des poussées de plus en plus hautes et des consos également de plus en plus hautes. Donc pour l'instant, on est dedans. On continue la tendance, on fait un petit gap haussier, donc la tendance elle est favorable, plutôt acheter bas ici vers l'oblique. Hein. Alors là on est plus ou moins au tiers ou à la moitié, donc attention en court terme, mais a priori hein, le but c'est de dépasser les 16,9. Ça manque un peu de volume, on le voit, par rapport aux dernières poussées, donc on n'a pas encore cet effet volume, mais on est plutôt confiant. Monday. C'est plus ce qu'elle fait Monday. Plateforme web dans les logiciels et services.
On a un peu dégradé quand même sur Monday dernièrement. Alors on a eu la conso là, un peu neutre parce que alors on avait cette belle tendance hein, sur Monday qu'on voit comme ça. Derrière on consolide, mais dernièrement on consolidait autour de la moyenne à 200, on repartait. Là on a un peu enfoncé et puis là on enfonce beaucoup. Ouais, moyen à voir. Potentiellement ça peut repartir, mais on commence à, à augmenter beaucoup hein, en termes de pourcentage. Là, on va dire par rapport à novembre 2023, on a fait 163%. Alors, c'est excellent, mais ça va pas durer. Il y a forcément des moments où on va souffrir un peu plus. Donc, là, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est assez neutre, je dirais. On est entre les deux. Si on est capable de casser encore les 242, on gardera probablement cette dynamique, mais ce sera surtout un signal pour ceux qui sont déjà dessus et qui sont restés. Maintenant, les points d'entrée, ouais, c'est alors éventuellement, on est au-dessus des. Ici, on voit pas mal de mèches basses autour de la moyenne à 200, c'est plutôt à acheter. Il faudra pas revenir beaucoup plus bas, sinon la tendance risque de se dégrader. Au clos, là aussi, c'est dans le nucléaire, je crois. Au clos, bah, elle a deux zones intéressantes hein, sur les 27 et sur les 16. Donc des zones un peu de range, support-résistance. Hop. Et là, on est en train de la recasser, notamment cette zone-là, hein, des 27-28 dollars. On recasse à la hausse, on met une belle tendance. Alors les volumes sont intéressants, ils sont pas énormes, mais ils sont plutôt bien soutenus. Donc oui, là aussi sur certaines valeurs nucléaires, on le voit hein, avec des rachats permanents ici hein, autour des 18-19 et la cassure récente là des 26, 27, 28. Positif aussi sur au clos The Blockchain Group. Un peu tard. Je l'avais pas déjà fait hier, hein, je sais plus. Blockchain Group, alors des beaux volumes. On avait des beaux pics de volume ici, on en avait notamment là. Mais là, on le voit, quoi. Mèche haute, mèche haute, mèche haute, mèche haute. Alors là, on a une mèche basse, mais on n'avance plus. Là, ça commence à sentir la fin probable. Alors, là aussi, hein, on avait une fin moyenne, mais là, on est parti en torche. Pas sûr qu'on ait un retour assez fort. Je pense qu'on va commencer à consolider assez fortement, et peut-être ici vers les 0,85. Ce sera ça, je pense, qui sera intéressant à acheter, voire en bas, mais... acheter maintenant, non. Et moi, si j'étais dessus, je mettrais des stops hein, sous les 1,26, peut-être autour des 1,20. Parce qu'on risque d'avoir ce phénomène-là. Uber, technologie. Pas mal Uber. J'ai vu les chiffres étaient plutôt bons sur Uber, les fondamentaux. On a une sorte de range ici entre les 63 et les 81 qu'on avait un peu dépassé. Et là qu'on dépasse franchement avec un petit retour, ça c'est pas mal aussi le fait hein, de casser, d'y revenir et de rebondir dessus. Alors après, sur les dernières années, on voit que c'est neutre, mais probablement sortie de canal, sortie de range, intéressant. Intéressant pour jouer peut-être hein, une belle dynamique, une tendance avec des semaines haussières qui s'enchaînent. Donc oui, c'est plutôt, alors le point d'entrée idéal, il est là. Hein. Il était hier, on va dire, ou avant-hier. On va dire autour des 81-82. Et la confirmation, on l'a eu hier avec ce rebond. Donc là, on n'est pas loin hein, du phénomène à acheter. Donc c'est toujours intéressant selon moi. Et enfin, Upwork. Alors elle a mis un premier gap haussier intéressant. Après, elle bute quand même sur une grosse résistance là, hein, autour des 17,7. Échec, 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 échec. Là, on revient dessus. Donc, tant qu'on casse pas cette zone-là, c'est un peu le plafond de verre. Là. Donc, attendre. Si on casse, probablement un signal hein, pour jouer toute cette zone-là vers les 25. Sinon, il faudra revenir en dessous et puis attendre hein, une conso et éventuellement un début de redémarrage. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, les questions si vous en avez, j'y répondrai. Bon trade, à plus!